Merci. Après cette présentation spécifique à la laïcité dans le milieu scolaire, permettez-moi d'élargir la focale à quelques éléments qui me paraissent fondamentaux pour justifier l'adoption du projet de loi que je salue grandement et vous félicite, Monsieur le Ministre, pour vos efforts. Le rapport de notre société à la laïcité. La laïcité vue comme un principe fondateur de la démocratie, garant de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté populaire, en mesure de créer du commun à une époque de repli identitaire et religieux, avec leur corollaire, le communautarisme, sont en progression partout dans le monde. C'est parce que nous vivons dans un monde de plus en plus fragmenté, individualiste, consumériste, que la laïcité est redevenue un référent commun pour un grand nombre de nos concitoyennes et concitoyens qui y voient comme moi, comme nous, le meilleur ciment pour lier notre communauté politique, c'est-à-dire notre nation. Certes, nous sommes différents les uns des autres. Notre société regroupe des croyants et des non-croyants, dans certains cas des personnes appartenant à des univers éloignés les uns des autres. Pour autant, nos institutions publiques sont garantes du bien commun, c'est-à-dire qu'elles doivent veiller à nous rassembler toutes et tous, à travers un postulat très simple qui est celui d'imposer deux normes à ses représentants, la neutralité politique qui existe déjà et la neutralité religieuse qui est l'objet de notre discussion. Il n'est nullement question de violation de droits fondamentaux, mais plutôt d'une restriction raisonnable dans le cadre d'une société libre, démocratique et pluraliste. Car contrairement à ce que véhiculent les détracteurs du projet de loi 21, il n'existe pas un droit à l'exhibitionnisme religieux dans la fonction publique. La liberté de religion n'est pas un droit de religion, elle n'est surtout pas un droit à l'intégrisme religieux. Il est d'ailleurs troublant de constater des alliances totalement improbables entre des intégristes notoires et certains de nos intellectuels et de nos députés qui font front commun contre le projet de loi. Je citerai deux exemples. Une conférence organisée le 14 avril sous l'égide de Alice Betty, qui est l'imam du Hezbollah du Centre communautaire de Montréal, la frange khoméiniste de l'islam politique, avec la participation de Charles Taylor, Rubel Ghazal, député QS, et France Benjamin, député du PLQ. Une autre conférence organisée le 20 avril par le Centre communautaire laurentien, le paravent de la MAC, Muslim Association of Canada, qui se revendique de l'idéologie de Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie des frères musulmans à laquelle participait Charles Taylor. Céder un pouce de nos institutions étatiques aux pressions des intégristes revient à fragiliser notre État. Or, jouer d'une façon absolutiste les droits individuels contre les droits collectifs crée les conditions de notre échec collectif. Pourtant, la laïcité n'est rien d'autre qu'un espace d'émancipation individuelle et collective. Il n'est nullement question de sacrifier l'un au détriment de l'autre, mais de garantir un juste équilibre entre les deux. La laïcité, c'est d'abord et avant tout une nette distinction entre trois espaces, privé, public et civique, et deux sphères, la sphère publique et la sphère privée. Chacun des espaces, chacune des sphères revêt ses propres exigences. Ce que le Québec s'apprête à mettre en application s'inscrit dans une tradition civiliste du droit ayant pour fondement philosophique l'universalisme des Lumières et comme attribut politique la République. À titre d'exemple, des démocraties telles la France, la Belgique, la Suisse, certains Länder en Allemagne imposent déjà l'interdiction des signes religieux aux enseignants. À l'instar de ces grandes démocraties, le Québec peut-il encore choisir pour lui-même? La question se pose aujourd'hui avec une intensité soutenue, compte tenu du fait de deux modèles antagoniques qui caractérisent le Canada, avec le multiculturalisme qui n'est rien d'autre qu'une forme de multiconfessionnalisation de l'État et le modèle du Québec, porteur d'une expérience unique et singulière en matière de rapport entre la religion et l'État dans toute l'Amérique du Nord. Certains tendent à nous le reprocher. Pour ma part, j'y vois une forme d'affirmation politique vis-à-vis d'un système canadien qui reconnaît le religieux, voire l'accommode.
Notre histoire est différente, assumons-la. Je finirai par attirer votre attention sur un appel intitulé « Avec le peuple québécois pour la laïcité de l'État », signé par un certain nombre d'intellectuels, d'hommes politiques, de femmes politiques européens, dont le philosophe de la laïcité, Henri Pénard-Ruiz, dont la philosophe et l'historienne Elisabeth Badinter, dont plusieurs autres, qui regardent avec un grand intérêt le débat qui se fait aujourd'hui et qui ont exprimé à travers cet appel que nous allons publier probablement dans des journaux européens dans les quelques jours qui suivent, eh bien leur plus grande solidarité avec le peuple québécois pour la laïcité. Merci. Merci infiniment. Je cède la parole maintenant à Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui. Combien de temps, Monsieur le Président? 15 minutes. Okay. Madame Benhabib, Madame Mayou, merci d'être présent en commission parlementaire pour venir nous présenter vos observations sur le projet de loi 21. Je souhaiterais commencer avec les derniers propos de Madame Benhabib relativement au fait de garantir un juste équilibre pour le projet de loi 21. Vous avez parlé que c'est un équilibre entre les sphères publiques, privées et civiques. Notamment, on inscrit dans la Charte des droits et libertés de la personne le principe de laïcité de l'État et on l'inclut également à l'article 9.1. Est-ce que, pour vous, le juste équilibre, ça fait partie notamment du fait de l'inscrire dans la Charte, le principe de la laïcité de l'État? Oui, bien entendu. Je veux dire, aujourd'hui, au Québec, on est forcé de constater que formellement, juridiquement, il n'y a pas d'inscription de la laïcité sur aucun document officiel. Et ce caractère, donc, va offrir la possibilité aux juridiques de s'appuyer sur un texte de loi, sur une charte, sur un référent qui est important et qui va garantir autant des libertés individuelles, car encore une fois, je suis extrêmement attachée aux libertés individuelles, mais ces dernières ne peuvent pas gommer les libertés et le destin collectif de tout un peuple. Donc il y a un équilibre à avoir entre les deux, entre l'individu, son émancipation, mais aussi le peuple, notre nation et son émancipation.